Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, les 30 meilleures minutes de la rencontre avec la grande Lara Fabian. Fille que vous allez apprendre à découvrir probablement sous un angle que vous ne la connaissiez pas. Et peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez, vous nous regardez, prenez 2 secondes pour cliquer, pour vous abonner, pour recevoir les nouveaux épisodes. Également, faites des petites étoiles, des commentaires, ça nous aide à ressortir à travers toutes les autres balados qui ont été lancés cette année. Balado, épisode 2. Lara Fabian. 3, 2, 1. En Abitibi, là. Oui, à Noranda, le bar de la... Ben oui, Exact. oui, absolument. Il s'appelle le cabaret de la dernière chance. Exactement. Ouais. Je peux te dire que j'ai chanté là. Avec ma lumino allumée parce qu'il faisait moins 49, puis que, tu sais, on avait le toaster dans la voiture, puis on dormait dans le char. Mm-hmm. Moi, ça, je l'ai vécu longtemps. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Lara Fabian, bonjour. Bonjour, François. Pendant que j'écoutais le jingle d'ouverture, je disais « C'est donc bien gênant de faire écouter un jingle d'ouverture à Lara Fabian. Elle doit être en train de le juger. » Jamais la musique n'est pas un élément que l'on juge, mais que l'on absorbe. Ouais. Et c'est pas si pire? Et moi, je sais pas si tu as vu le mouvement, la PNL, je sais Oui. pas si tu as vu mon corps, je me balançais avec ce que tu avais fait, donc tout va bien. Cool. Bienvenue. Merci. Bienvenue au podcast. Le concept est simple. On prend une bouteille de bulles, on l'ouvre. Parfait. Parce que c'est un groupe alimentaire, les bulles. C'est absolument. Éthérique, mais un groupe alimentaire quand même. Grosse journée. Là, on enregistre tout de suite après la grande annonce de... Ben, que ça vaut même la peine, on va célébrer. Après la grande annonce de Lara, madame directrice de l'Académie. Oui, jeune homme. Pareil. Quand même, c'est pas rien, hein? C'est une belle aventure. Je dis toujours, quand on me parle de ce titre, que tout ce qui a aspect à l'autorité, à la hiérarchie, ne m'appartient pas. Et que j'ai dû me faire à l'idée d'être appelée de la sorte en me souvenant que l'unique façon d'être un leader ou d'être un dirigeant, c'est de le faire avec une équipe. Parce que si tu diriges dans le vide, t'as rien à diriger. Donc, moi, la chance que j'ai, c'est que je vais être à l'intérieur d'un panel d'artistes multifacettes, polymorphes, pluritalentueux, où moi, je vais pouvoir articuler ma plus grande force, qui est mon empathie. C'est tellement toi. Le podcast, le but, tiens, voici ton verre. Et pour les Merci. amis qui nous regardent sur YouTube, je m'étais nettoyé les mains, désinfecté les mains juste avant. COVID Cheers. oblige. Cheers. Moi aussi, je m'étais lavé les mains. Avant de faire le podcast, je demande aux gens de faire un petit test qui permet de connaître, de comprendre. Je vais prendre ma gorgée, moi aussi, je vais être poli quand même. Comprendre leur véritable personnalité. Vu de l'extérieur, que Lara Fabian est comme un hélicoptère qui vient d'atterrir sur sa cible. Après de longs voyages. Oui, c'est assez juste. C'est assez juste. Après, tu sais, je sais pas ce que toi, tu as vu comme genre d'atterrissage, mais je te dirais qu'il a été très, très bienvenu après un vol super, super périlleux et très, très, très engageant. C'est pour une fille qui a fait le tour du monde, qui a vendu comme 20 millions d'albums. T'as pas l'individualisme dans le tapis. Non. Non. Et non, pourtant, tu sais, Ben, voir mon nom en haut de l'affiche. Tu sais, là. non, mais c'est tellement... c'est un élément momentané, déclencheur d'alarme pour les autres. En fait, c'est le signal envoyé à ceux qui font de toi ce que tu es, que tu existes à un endroit où ils t'ont mis. C'est ça, être en haut de l'affiche. C'est pas juste ton art ou ton habilité, c'est un alignement d'étoiles, d'événements où les gens disent « Tiens, cette chanson me correspond, ce qu'elle dit m'appartient, je vais en parler », qui crée cette boule de neige, qui crée cette ascension et ce nom. Mais c'est pas ça. C'est pas Non. pour ça que tu fais ça. Non. Moi, je suis assez au fait avec la réalité qu'un être humain n'existe pas s'il ne peut pas contribuer, s'il ne peut pas faire sens dans la vie d'un autre. Moi, je suis assez branchée sur la fréquence de « tu n'es pas vivant si tu ne contribues pas à l'autre ». Puis l'autre motivation que tu n'as pas, c'est tout ce qui est utilitaire, le retour sur investissement.
que je suis mauvaise là-dedans, si tu savais. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait dans le réservoir de mon hélicoptère. Pour se rendre. C'est ça. Dans ce sens-là. Non, c'est vrai. C'est un élément de ma carrière qui a souvent été... on a souvent remarqué que je ne faisais pas attention à ça, puisque c'est une des choses qui a été le plus facilement pillée, je te dirais. L'utilitaire, c'est pas juste le retour sur l'argent. Quand tu donnes du temps à quelqu'un, tu vas pas chercher à ce que ce soit nécessairement rentable. Tu vas donner le temps parce que tu veux donner le temps, puis si ça donne pas quelque chose, ben ça aura pas donné quelque chose. Oui, puis parce que je suis persuadée que tout circule dans la vie. C'est-à-dire qu'à l'endroit où tu as donné sans en attendre quelque chose, forcément, c'est jamais dans le vide, c'est jamais stérile. Il se passe quelque chose plus tard que tu ne comprendras que plus tard. Ou ça revient vers toi d'une autre manière et parfois 100 fois plus puissante encore que ce que tu as donné. Tu sais, contrairement à bien des chanteuses, t'as été école, c'est un maudit moyen temps, là. Quand même. Oui. Puis par le côté plus droit, là, tu sais, conservatoire. Je suis quelqu'un de très discipliné en ce sens-là, c'est-à-dire que je sais que la liberté du geste ne vient qu'avec sa répétition. Moi, j'ai compris ça très, très tôt, petite, que tu peux être libre et tu peux te lancer de la falaise, tu peux faire un vol exceptionnel si tu as appris et répété le geste qui te permet d'être libre quand tu voles. Dans mon métier à moi, c'est de la technique. Au niveau du chant, c'est de l'attention qu'il faut mettre sur un espace de composition, sur un espace de création. C'est le temps que tu dévoues à ton art. Et ça n'a pas d'importance, même si le résultat ne se voit pas tout de suite. À un moment donné, tout d'un coup, tu sais, quelqu'un te met au bord de la falaise, puis tu reçois un petit pied d'un fesse, puis t'es mieux de savoir comment voler. T'sais. Donc, c'est pour ça que tu as fait 10 ans de chant lyrique. T'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça, j'en fais encore. Ça fait encore partie de mon enseignement. Je te dirais peut-être pas au quotidien, mais de façon hebdomadaire. Une façon hebdomadaire, on prend une œuvre, une pièce classique et on la travaille. Mais mon Dieu que c'est efficace, si tu veux. C'est un peu comme la danse classique lorsque tu fais une autre forme de danse. Tu passes toujours par le processus classique de base qui te permet ensuite d'élaborer ton art pour la catégorie à laquelle tu appartiens. Donc oui, moi, le chant classique, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps et que je fais encore. T'aimes le monde? Beaucoup, profondément. Écoute, moi, je suis quelqu'un d'assez transparent. Donc, c'est sûr qu'à 80%, je te dirais, c'est ce que j'ai envie de projeter dans le sens réel du terme. C'est-à-dire que j'ai envie d'être ça et donc de le projeter. Mais comme tout être humain, même si tu aimes les humains, il y a des moments où tu es heurté par l'humain, ou un moment où tu es impacté d'une façon qui fait que tu ne pourras peut-être pas être tout le temps dans cette joie, tout le temps dans cette façon d'approcher les choses. Clairement, naturellement, oui. tu as un désir de plaisir, un désir de joie et un désir d'influencer. C'est naturel, c'est un désir pas de vendre sa salade, mais tu sais, d'avoir envie d'être fédérateur, que les gens embarquent. Puis... De faire grossir le groupe auquel tu appartiens, ça c'est certain. Moi, je suis une fille de tribu, de clan. C'est sûr que pour moi, te convaincre, en tout cas, te raconter ce que je ressens, ce que je vis, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, c'est vrai que c'est très présent dans ma vie. Tu sais... il n'y a rien comme une règle qui crée une forme de fit for all. Tu sais, ça me dérange, moi, généralement. Mais une règle qui prend en compte l'autre et qui permet le respect, qui permet l'échange, qui permet le partage dans un cadre qui n'offensera pas, qui ne tuera pas l'intégrité de l'autre. Oui, ça, je suis pour ça. Mais par contre, l'aspect rebelle, moi, je l'utilise autrement. Souvent, je l'habille. La rebelle en moi, je l'habille pour que le porteur du message soit vu et que le message soit entendu. Tu sais, le problème dans un message, c'est le porteur du message. C'est jamais le message. Parfois, le message est parfait, mais celui qui te le dit n'a pas trouvé le cadre dans lequel te le livrer. Et donc, il ne ressemble pas à quelqu'un de légitime. Et donc, ça crée une dissonance cognitive chez quelqu'un. Et c'est en ça que je disais en ouverture que j'ai le feeling que tu es sur ton X parce que tu vas faire de plus en plus durant les prochains mois ce que tu disais que tu avais envie éventuellement de faire, d'avoir ton école, de coacher du monde. Je pense pas que, contrairement à ce que tu viens de dire dans les dernières secondes, que tu as bien à réfléchir avant de simplement parler, parce qu'avec ta personnalité, avec tes motivations, tu peux te contenter simplement d'être Lara, puis ça peut pas mal sortir parce que les intentions sont bonnes.
Je me trompe? Non, mais ça peut mal sortir. Ça peut toujours mal sortir, je suis humaine. Oui. Je comprends. Mais oui, mais comme mon intention est toujours pilotée par la bienveillance, ça c'est certain, je vais correspondre parfois à ce que certaines personnes veulent entendre et parfois pas. Mais comme j'aurais habillé le propos avec respect, on me croira peut-être pas dans ce que je viens de dire, mais j'aurais pas fait de mal à personne. C'est parce que tu peux pas faire autrement. Tu sais, tes deux autres motivations, d'après l'étude, c'est... Puis on revient, les motivations, c'est le gaz qui fait que l'hélicoptère décolle puis qu'on se promène. Tu as l'altruisme dans le tapis. Ça me surprend pas. Le don de soi, c'est une façon de reconnaître la puissance humaine illimitée dont on est fait. On est illimité comme être humain. Quand on est branché sur cette source-là, se donner, ce n'est jamais à perte, ce n'est jamais à notre détriment et ce n'est jamais à sens unique. C'est drôle parce que tu viens de donner l'explication de ton autre motivation. L'esthétisme. L'esthétisme, c'est le véritable intérieur. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un qui carbure à être bien à l'intérieur de toi. Tu as dû faire plusieurs voyages à l'intérieur de toi durant ta vie et tu vas être le genre à vouloir aider les autres à s'élever, à grandir intérieurement. Oui, je suis un réveilleur de lumière intérieure, oui. Ah, ouais. Ouais, ça, c'est certain. Puis en tout cas, je l'ai découvert dans les dernières années parce que je voyais de la beauté là où certains ne la voyaient pas. Et je parle de la personne à laquelle je m'adressais, si tu veux. Quand je disais, par exemple, t'es tellement une belle âme, ça, c'est très cliché, mais c'est la phrase la plus reconnue, je te dirais. Mm-hmm. J'ai souvent été face à des gens qui disaient « Ah ouais? » Comme si déjà le propos était incompréhensible. Puis j'essayais de mettre le doigt, ben oui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Tu sais, il y a des gens qui se voient pas beaux. Ouais. Et je parle pas que de beauté physique, non. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de subjectivité là-dedans dont l'interface est l'émotion. C'est est-ce que ça nous émeut, ce regard? Est-ce que le visage de quelqu'un va répondre à quelque chose qui nous touche? Et c'est là qu'on a tous ça. On est tous le beau ou le laid de quelqu'un. De là, on repart, on va faire la cassette rapidement. 20 ans, qu'est-ce qui fait que tu fais tes valises puis tu dis je m'en vais voir les ours au Canada dans des maisons en bois rond? Un rêve d'enfant, une caricature de ce que sont les Amériques pour les Européens. C'était volontaire. Ce que je disais, les camps bois ronds, les Amérindiens. Oui. Pas trop déçus en arrivant? Ah non, moi ma racine est ici. Tu sais, beaucoup de gens en Europe ont du mal à comprendre le joual ou l'accent. Tu sais, nos formules idiomatiques, notre façon d'affriquer le français. On affrique beaucoup de ça, ces sons, on multiplie les sons, tu sais. Oui. Moi, j'ai jamais eu de problème à comprendre. Pour moi, la noirceur, peinturer, peser sa suce, checker la liste. Pour moi, tout ça, là, c'était déjà mon langage, mais je ne l'avais jamais exprimé. Il y a déjà une connexion, de toute façon, entre les Belges et les Québécois qui est particulière. Définitivement, un cousinage énorme. Oui. Définitivement. Et le Québécois, pour moi, est le véritable frère du Belge en ce sens. À lire les biographies, un plus jeune fan va voir, elle arrive à l'âge de 20 ans et elle sort un album et c'est un succès instantané. Oui, mon Dieu, c'est drôle. Raconte. Non, ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'impression qu'un plus jeune fan peut avoir quand il lit ta bio sur Wikipédia. Oui, c'est que c'était facile, oui, c'est ça. 9 années de rame intense. 9 ans? Oui, 9 ans. Là, Ramé, on parle de craft dinner, puis comment tu gagnes ta vie à l'époque? Ben, moi, je vis dans les bars, je chante dans les bars. M'oublierai jamais le bar de la dernière chance en Abitibi. Là. Oui, à Noranda, le bar de la... Ben oui, exact. Oui, absolument. Il s'appelle le cabaret de la dernière chance. Exactement. Ouais. Je peux te dire que j'ai chanté là. Avec ma Lumina allumée parce qu'il faisait moins 49, puis que, on avait le toaster dans la voiture, puis on dormait dans le char. Mm-hmm. Moi, ça, je l'ai vécu longtemps. Tout ça pour dire que le voyage a été long pour remplir les cases que dans ce show business, on exige que tu remplisses. Et un jour, alignement d'étoiles, vraiment, la bonne toune, le bon moment, d'autres filles avant moi qui avaient ouvert la porte et qui tout d'un coup, je faisais partie d'un pool de chanteuses, les chanteuses à voix, comme on les appelle dans les Europes.
Parce que au Québec, c'est vraiment, ça a été emprunté, mais cette expression-là au Québec n'existait pas il y a 20 ans. Tu étais chanteuse ou tu ne l'étais pas. Absolument. Que tu étais Ginette, Céline ou Julie Mars et Joanne Labelle, on était des chanteuses. Il y avait personne là-dedans qui nous sous-qualifiait ou nous surqualifiait. On correspondait à des styles et on était aimés par des genres différents de public. Donc, effectivement, avant que je remplisse et je coche toutes les cases qui étaient utiles à être légitime, aimée, appréciée, comprise, il y aurait eu 9 années. Et puis même là, même lorsque la porte s'ouvre du succès, qui devient une sorte de raz-de-marée, moi, là, par contre, quand je suis passée en... Ça a décollé, C'est ça, en juin 97, là, il y avait certains journalistes qui disaient que j'étais comme la grippe espagnole, que même si tu voulais pas m'attraper, tu n'avais pas le choix. Ça décolle au Québec. Tu l'as dit, ça partit vite, là. Hein? Et après, tu fais le chemin inverse. Là, on refait les valises, on s'en va de l'autre bord, puis on se dit, on va attaquer le marché français. Puis, tu as été, de ce que j'en comprends, encore une fois, avec le recul, quasi immédiatement adopté. Et là, ça ressemblait vraiment à un coup de circuit. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi? J'ai pas compris qu'il ait fallu tant de temps et que tout d'un coup, une toune, une télé, Jacques Martin, sous vos applaudissements, qui existait à l'époque, cette espèce de grand amphithéâtre sur la rue Wagram, le théâtre Wagram. Je me rappelle de la réaction du public, je me rappelle de ce que je portais, je me rappelle de ce qu'a dit Jacques Martin. À la fin, je me rappelle de tout. Et le lendemain, je pouvais plus marcher dans la rue. C'est ce que j'allais dire. Tu as vécu le star system français où on dit que dès que, effectivement, tu fais une télé, le soir, le lendemain, oui. La rue, oublie ça te prend des bodyguards. Oui, il y avait 13 millions de gens qui regardaient. Aïe, aïe. Ah non, c'était fou, là. Tu es une Belge qui débarque au Québec. D'origine italienne. D'origine italienne. Mm-hmm. Tu te retrouves ici, italienne-belge. Donc, tu es une italienne-belge au Québec. Au début, tu n'es pas une Québécoise. Oui, en tout cas, je suis d'origine belge, ça, c'est sûr. Oui. Et après, tu arrives en France et je suis convaincu que pour plusieurs, tu es une Québécoise. Ben oui, puis je le revendiquais beaucoup. Là, tu reviens au Québec, puis là, ben, tu restes un peu. Tu reviens avec un peu. L'accent varie parce que moi, je passe 2 semaines en France, je reviens ici. Oui. Bon. Et puis, c'est aussi une question de musicalité. Si tu veux, quand moi, j'entends la musique du français sans l'accent québécois, automatiquement, je reprends cet autre accent. As-tu eu envie à un moment donné de dire « Hey, je m'appelle Lara Fabian, point, là, regarde. » Mais je comprends le besoin qu'ont les gens de te mettre dans une boîte et avec une étiquette, puis te catégoriser. Je comprends, c'est rassurant. L'humain a besoin de savoir comment t'appeler. Oui. D'accord? Donc, c'est pas grave, mais j'ai compris en vieillissant que je ne devais plus choisir. Ça a été le plus grand cadeau la plus grande révélation de cette vie. Ne plus devoir dire « Je suis québécoise, mais en même temps, je suis d'origine belge, mais ma mère est italienne. » Puis plus personne s'y retrouvait, même pas le shrink à un moment donné. Il dit « Regarde, branche-toi. » Mais moi, je ne voulais pas me brancher, je ne voulais blesser personne. Et un jour, j'ai compris que je suis tout à la fois. Je suis tout ça. 4 ans après le décollage québécois, tu es nommé Révélation de l'année en France. J'imagine que là, c'est un TGV qui décolle. Johnny Hallyday, des moments où tu te pinces, tu fais... Oui. C'est quoi cette vie-là? Oui, c'est un peu étourdissant. Moi, ce qui m'a toujours sauvée, c'est mon père, ma mère, ma meilleure amie Nathalie. Ces gens qui t'appellent que par ton prénom, puis qui te disent, quand tu descends de scène, te demandent si t'as faim ou t'as soif, puis qui te disent pas si c'était bien ou pas bien, qui juste te demandent si t'as faim ou t'as soif. Il y a environ 1 an, jour pour jour, on est dans le studio-théâtre d'une des stations de radio, puis tu donnais un petit spectacle à porte fermée pour 50, 70 auditeurs de la station, puis tu sais, un petit show, tu sais, le cabaret de la dernière chance, mais version radio, là, parce que c'est une super belle salle, là, mais Lara Fabian, dans un 2e étage, dans une petite salle, avec un stage qui devait faire 6 pieds par 11 pieds, tu souviens-tu, assis sur le clavier. Il y avait mon papa, te rappelles-tu? Oui, j'allais là aussi. Oui. Ben peut-être. Puis papa était tellement heureux d'entendre ça, de vivre ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui aime sa fille, c'est sûr, là, mais qui aime ce que je fais. Tu sais, ça aurait pu être autre chose. Puis as-tu vu comment j'étais intimidée? As-tu vu comment ça m'a pris un moment à arrêter de trembler? Puis parce que quand t'es proche comme ça, de nouveau, c'est une rencontre amoureuse. Tu sais, Puis j'avais eu... Pourquoi tu fais des soirées comme ça? Qu'est-ce qui te fait dire oui à ça?
l'adrénaline. Ce que tu vas ressentir. Cette sensation qui n'existe que dans des circonstances où il y a un tel risque. Ton père, et c'est là où on voit que les parents sont là pour les vraies affaires. Ton père était justement pas là en disant « Ouais, ma fille a rempli le stade olympique. » Non. Non. C'est ma fille chante, j'écoute les paroles, je regarde comment les gens l'aiment. Dieu qui devait être fier. Ouais. Tu sais, après, dans la voiture, en revenant, il me fait « Tu sais, amour, quand t'as dit ça, là, c'est une dame, elle pleurait tellement fort. » Puis il a pas dit quand t'as chanté ça. Non. Il a dit quand tu as dit ça. Puis tu sais, je me rappelle très bien de quoi il s'agit. Puis je dis, mais papa, peut-être que ça venait... Oui, elle dit, puis après, t'as chanté la chanson qui faisait encore plus sens pour elle. Écoute, elle n'a pas dérougi, elle a pleuré pendant 5 minutes, là. C'est ça qui l'a touché le plus cette soirée-là, la connexion. Et moi, je ne carbure que ça. Mais mon père elle-même, là, mon père aime les gens. Mon père, à mon avis, le jaune, là, ça doit être comme toi, dans 99%. Papa qui a été le déclencheur au début, Oui. Qui a pris les petits sous qu'il avait, puis qui a acheté un piano à sa petite puce. Oui. Oui, piano, puis qui a financé mon premier album, mes premières démos, puis qui a toujours été à mes côtés, puis qui m'a appris aussi la joie de la musique. Papa, avant d'être un déclencheur de c'est ça ma carrière, il a été le déclencheur de c'est ça ma nature. Il a été un père. Oui, et c'est sa nature à lui aussi. Donc, il a été le transmetteur direct de cet élan de joie que l'on ressent quand on chante, qu'on communique par la voix, par la chanson, par l'écriture. Moi, je me souviens, j'étais tout petite, puis papa, il prenait la guitare en permanence, puis ma mère chantait tellement bien, puis tout le monde chantait dans cette famille-là, puis c'était pas... Il n'y avait pas de caméra devant nos visages, devant nos faces, mais il y avait la joie du partage de la musique. Ta maman a été malade, puis... ça se dit pas, mais je vais le dire de même. Il y a des maladies moins le fun que d'autres. Oui, ma mère a fait une terrible maladie qui est un mélange entre l'Alzheimer et le Parkinson, doublé d'hallucinations hostiles. Ça s'appelle la démence à corps de Lewy. C'est une maladie qu'on connaît moins bien. On connaît tous l'Alzheimer, on connaît tous le Parkinson, mais la démence à corps de Lewy, c'est une maladie où la mémoire ne part pas progressivement. Elle part par à-coups. Donc, ça veut dire que parfois tu reviens à toi. Et que tu vois ta déchéance. Non. Ouais. Donc ça, c'est J'avais pas compris ce bout-là. Ouais, ça, c'est le truc le plus cruel. C'est que des moments tu reviens. Puis après, je te dis, après, c'est comme toutes les maladies neurodégénératives, il y a un endroit où la chute finale s'entame et la déchéance finale rentre en action. Et là, elle revenait plus. Elle n'est plus revenue, mais elle est morte très, très peu de temps après. Et tu sais, ma mère, elle avait un truc assez unique, c'est qu'elle avait l'air comme ça, peut-être dans sa petite jupe, ses petits talons, son petit chandail noir, un peu psychorigide d'apparence. On pouvait peut-être pas voir la bonhomie de Louisa tout de suite. Okay. Mais quand elle ouvrait la porte et que le jaune embarquait, là, et je peux te dire que c'était la fête. Quand Louisa t'aimait, c'était un grand cœur heureux caché avec un petit manteau austère. Exactement. Puis, elle me manque beaucoup, beaucoup. J'aimerais pouvoir vivre avec elle ce X sur lequel je viens d'atterrir. Uh-huh. Parce qu'elle me l'a dit souvent. Toi, le jour où tu vas trouver ton X, le jour où tu vas comprendre. Un peu après le départ de ta maman, toi aussi, la santé t'a envoyé une couple de signaux en disant « Hey, fille, je pense que là, l'hélicoptère, il pourrait peut-être redescendre un peu. » là. Ouais. J'étais pas mal d'importe battante. Puis, ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai vécu plusieurs épisodes chaotique, assez grave quand même. Tu sais, j'ai perdu Louis dans ma vie. Je me suis brisé 2 vertèbres. J'ai fini dans une chaise roulante pendant presque 4 mois, alors que je pouvais plus porter mon bébé. Tu sais, je pouvais plus soulever ma fille. J'ai vécu des épisodes d'aphonie assez graves aussi, mais bon, ça, tu sais, pour une chanteuse, perdre la voix, j'allais dire, tu dois t'habituer à ça parce que ça va t'arriver à cause de plein de choses qui t'entourent. Et puis, ces signaux-là, où tu les entends et tu les processes, OK? Ou tu les entends pas et ça devient plus grave. Donc, moi, je les ai entendus. Il y a des moments où tu devais lutter à être... C'est quoi cette espèce de vie-là que je vis qui n'est pas la vie de la rap en tout? Exact. Puis, c'est incroyable que tu dises ça parce que je dis souvent que il y en a qui ont voulu mon succès tellement plus que moi, tu sais. Ouais. Qui ont voulu que je sois dans le tapis en permanence pour eux.
pas pour moi. Tu sais, c'est Laurence Jalbert un jour qui m'a dit « Ah ouais, j'en ai connu une couple qui voulait mon bien, mais pour partir avec. » Et ça, je l'ai vécu vraiment très souvent. Et par contre, attention, je ne dis pas que je ne voulais pas rencontrer le public, avoir un lien particulier avec lui, vivre cet état amoureux que je vis avec lui. Non, je le voulais. Mais il y a des prix qu'à un moment donné, moi, j'étais pas prête à payer. Et j'ai payé le prix le plus cher à certains moments parce que j'ai pas voulu payer ce prix-là. J'ai eu un petit recap de conscience, tu sais, comme... J'étais fatiguée, j'étais très fatiguée. Quand ça s'est arrêté le 12 mars, là, je m'en allais à Odessa en Ukraine. J'aurais été confinée 3 mois dans les pays de l'Est. J'aurais trouvé ça moins drôle. Et je me souviens la veille de mon chum qui... Je sais pas si je peux dire ça, mais je peux le dire, mais qui était très ému, qui était à table très ému. Puis je le voyais les yeux pleins d'eau, puis il voulait pas que je m'en aille. Ah oui? Ouais. Puis Il le sentait pas, là. C'est ça. Il me dit, il y a quelque chose qui se trame. Il dit, je t'en supplie, pars pas. Mais moi, tu sais, j'avais des concerts. Les gens avaient acheté des billets. Je devais Oui, c'est remplir. pas un petit pars pas. Hein? Mais la règle, tu sais, là, je peux dire, le bleu était flashé, là. Tu sais, et ce matin-là, comme si... Puis là, il me le dira plus tard, il me dit, j'ai donc prié pour que quelque chose se passe, pour que tu partes pas. Il a prié Saint-Arruda pour qu'on ferme. Il a été entendu. En tout cas, ça s'est mis comme ça. Puis là, j'ai pogné un choc. Et d'ailleurs, je disais au début du confinement, je l'ai dit pendant quelques semaines, et je le pensais quand je le disais, que c'était un cadeau mal emballé, que quelque chose en moi répondait « Merci à ce tu t'assieds et tu ne bouges plus pendant on ne sait pas combien de temps. » Il y a 13-14 ans est arrivé quelque chose de savoureux dans ta vie. 13 ans, ma fille. 13 ans? Oui, elle va avoir 13 ans le 20 novembre. J'écoutais ton album Papillon, puis je me disais, il y a de la petite là-dedans. À quelque part. Absolument. Absolument, il y a de la petite là-dedans. Il y avait de la petite dans ma vie, dans la tienne aussi, avec le cœur qui tremble. Je te dirais que Lou, qui est là, donc la première arrivée dans la série des Grands Bonheurs, et Gabriel, Di Giorgio, mon mari, ce sont vraiment les ciments de ce X sur lequel je me suis enfin posée. Je suis rentrée dans la dimension où tout est accessible parce qu'on est une source illimitée de bonheur si on choisit d'être nous-mêmes, parfaitement imparfait. Parlant de sources illimitées de bonheur, de se choisir, dans les prochains mois, tu vas être la directrice de l'Académie. Siège où j'ai l'impression que tu vas être sur ton X, puis que tu vas travailler 7 jours sur 7, mais que tu n'auras tellement pas l'impression de travailler, puis tu vas être dans un camp de vacances comme une monitrice heureuse. Oui, je pense aussi. Vraiment, moi, je me vois vraiment avec ces êtres-là dans un monde qui nous appartient déjà. L'équipe autour de Jean-Philippe et Jean-Philippe lui-même ont souhaité que ce soit beaucoup plus dense, nourrissant, riche. On souhaitait qu'on se tourne vers plein d'autres facettes qu'on n'avait pas abordées jusque-là. Je crois que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de le faire, parce que avoir cette volonté d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, d'être dans le recevoir l'autre, c'est probablement l'enseigne de l'Académie cette année. Et en ça, j'étais vraiment heureuse de répondre présente, parce que moi, je sais que ça, je peux le faire. J'en suis capable. Mathieu, que tu as rencontré, qui est ici derrière la caméra, a 2 tatous sur son corps, sur ses côtes. Un à droite, un à gauche. À droite, il a de tatouer. Nous, on a joué le tout pour le tout. On s'est dit, on s'en fout. On a l'univers rien qu'à nous. On a tout. Ça, c'est sur la côte droite. Et sur la côte gauche, comme en dactylo, là. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Sèche tes pleurs, on est tellement fort. Wow. Wow. Je vais reboire un petit coup. Quand je te disais que tes mots touchent, que les mots rejoignent les gens. Moi, là où ça va me percuter de manière très émouvante, c'est de me dire que sans le savoir, sans le vouloir, tu sais, tu as dit en préambule de ce que tu viens de me dire, tu as dit on souhaite ou on voudrait laisser une marque quand on fait ce métier-là. Ouais. J'ai jamais été habitée par ça. Mais t'es consciente que t'en laisses une. Mais c'est quand tu prends conscience ou tu mesures que peut-être tu en as laissé une et où là tu me le confirmes, que quelque chose de plus grand que moi m'envahit, tu sais, où je me dis, waouh,
on fait partie d'une humanité où dans cette unité, on fait sens, où dans cette unité, on peut contribuer les uns aux autres. Il y a des choses que certaines personnes m'ont dites, que j'ai tatouées sur le cœur et dans mon esprit, dans ma mémoire. Et donc, je sais ce que ça veut dire de recevoir quelque chose qui fait sens. Alors, si je peux être ça de temps en temps, ça aura valu la peine d'être ici-bas. On va se laisser là-dessus. Merci infiniment. Et je demande à tous mes invités de terminer en disant le nom du podcast qui est tatoué sur mon bras, qui est La vie est belle, parce que je pense que clairement, en étant autant sur ton X, tu as clairement envie de dire « La vie est belle ». C'était La vie est belle. À la prochaine.